Cicéron, Louis XIV, Emmanuel Macron, toute personnalité politique, Marilyn Monroe, Mastu, toutes les célébrités et tous les influenceurs, Batman, Jax, les drag queens, les furies, toi, moi, lui là-bas. Le point commun entre tous les membres de de mon énumération, la persona. C'est sur la miniature. Donc j'imagine que si vous avez cliqué, c'est que vous êtes un peu curieux. Alors aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer ce qu'est la persona, d'où vient le terme et comment il a évolué. Tout d'abord, je vous préviens, le sujet qu'on aborde aujourd'hui est ambigu, tortueux et alambiqué. Alambiqué! De plus, mes recherches portent essentiellement sur une vision occidentale. Cela étant dit, avant de plonger dans l'univers mystérieux de la persona, je vais dissiper quelques confusions. En effet, vous aurez sûrement remarqué que le terme persona ressemble beaucoup à deux autres mots, personne et personnage. Donc on va les définir pour ne pas s'en mêler les pinceaux plus tard. Tout d'abord, personne. Il existe chez différents psychologues et différents philosophes une multitude de définitions de ce qu'est une personne. Donc ici, je vais me reporter à celle de John Locke, un philosophe anglais de la seconde moitié du XVIIe siècle, qui, dans son essai sur l'entendement humain, définit une personne selon deux aspects. Le premier, un physique, une substance, et le deuxième, l'identité, c'est-à-dire l'intelligence, la personnalité, mais surtout la capacité à se reconnaître soi-même. Et aussi soi-même à travers le temps comme une même personne. En gros, toi du passé et toi maintenant, c'est la même personne. Ensuite, pour ce qui est d'un personnage. Dans Valère Novarina, persona, personne, personnage per vacuum sonare, Anne-Elisabeth Alpern nous donne cette définition d'un personnage. Une identité fictive, puisque écrite et inventée. Bien, ces confusions écartées, je vous invite à comprendre avec moi ce qu'est une persona. D'où vient le terme persona? Pour le comprendre, il faut savoir qu'il provient du théâtre antique. En effet, la persona, à l'origine, c'est un masque que portent les acteurs, puisque dans l'Antiquité, tout acteur portait un masque pour interpréter un rôle. On peut le voir par exemple sur cet amphore qui date de 400 avant Jésus-Christ. Pendant des siècles, cette utilisation de masques pour interpréter des personnages a été conservée puisqu'on la retrouve par exemple dans la Commedia dell'arte, où chaque personnage est représenté par un masque qui lui est propre, qui le rend immédiatement reconnaissable. Petit topo vite fait sur ce qu'est la Commedia dell'arte. La Commedia dell'arte, elle apparaît au XVIe siècle en Italie. On y trouve des personnages comme Arlequin, valet vif et acrobatique, Pantalone, riche marchand vénitien avare, ou encore Dottore, un personnage pédant qui se perd dans de longues tirades savantes. Dans la Commedia dell'arte, les expressions faciales étaient cachées par le masque, donc le corps joue un rôle très important dans l'identification du personnage, ce qui fait que chaque personnage de la Commedia dell'arte possède une démarche et une attitude physique qui lui est propre. De plus, les masques portent des expressions et permettent au spectateur de reconnaître immédiatement le personnage en un coup d'œil. Il faut savoir que les personnages de la Commedia dell'arte sont classés en différentes catégories. On a par exemple les valets ou encore les amoureux. Donc, comme dans le théâtre antique, les personnages de la Commedia dell'arte sont très rapidement identifiables grâce aux masques qu'ils portent et représentent des archétypes comme les amoureux, les valets, le héros, etc. L'écrivain français Vigny, dans Lettres à Lord 4 étoiles, sur la soirée du 24 octobre 1829 et sur un système dramatique, préface de son adaptation de Othello, qui est à l'origine une pièce de Shakespeare, il déclare « Dans sa composition, des caractères, non des rôles ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que selon l'écrivain français, les personnages de théâtre avant Shakespeare n'étaient que des rôles, c'est-à-dire des fonctions, des archétypes. C'est en ce sens que Anne-Elisabeth Alpern, que j'ai citée en introduction, qualifie la persona de masque porte-voix.
Elle déclare par ailleurs: loin de la version charnelle d'un personnage, cumulant identité, psychologie, histoire, voire parole qui l'individualise, la persona est un simple organe de parole, porte-voix. Mais à partir de Shakespeare, ils acquièrent de véritables caractères, donc une personnalité, une réelle identité, bien que celle-ci soit fictive et inventée de toutes pièces par l'auteur. Ils ne sont plus des masques, mais de véritables personnages. C'est les caractères de Vigny. En résumé, la persona vient de la tradition littéraire et qualifie un masque, d'abord au sens propre, puisque c'est le masque porté par les acteurs, puis au sens figuré, puisque la persona devient un archétype, un porte-voix, sans identité propre, contrairement au personnage. Mais du coup, quand est-ce qu'intervient ma liste de l'introduction? Quel est le rapport avec Cicéron, Mastu ou Marilyn Monroe? Ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'Antiquité, Cicéron, un homme d'État, philosophe et avocat romain, considéré comme un excellent orateur, donne une nouvelle définition au mot persona. Avec Cicéron, la persona devient une notion rhétorique. Selon Cicéron, la persona doit nous permettre d'acquérir la bienveillance de notre public, ainsi que son respect. À travers la persona, on cherche donc à montrer la vigueur de son esprit, sa finesse, sa culture, mais aussi sa capacité à respecter les convenances. Selon Cicéron, la persona peut chercher à faire rire pour démontrer la finesse de son esprit, mais cela ne doit jamais mettre en péril notre capacité à respecter les convenances. Finalement, avec Cicéron, la persona est toujours un masque, celui qu'on porte lors des prises de parole en public. On peut par exemple observer ce masque chez Louis XIV, qui malgré sa crainte de la fronde, renvoyait l'image d'un monarque puissant, en majesté, et qui pouvait contrôler entièrement son pays. On le voit également chez les politiciens modernes. Par exemple, Emmanuel Macron ne va pas s'exprimer de la même manière lors de ses discours. Nous sommes en guerre. Ou dans la sphère privée. Oh merde, deuxième fois, putain. Quoi donc? À Monaco qui a battu l'OM. Ah non, on s'en fout. À Marseille. Non, chérie, En fait, c'est le cas pour toutes les personnalités publiques. Par exemple, chez les influenceurs, on peut citer Mastu, qui s'est exprimé plusieurs fois sur le sujet. Il a exprimé que le visage montré sur YouTube ne correspondait pas nécessairement à sa réalité, notamment dans sa chanson Déprime. T'es surpris, tu pensais me connaître. T'es trop naïf, c'est juste internet. Ton influenceur préféré n'est sûrement pas celui qu'il prétend être. Le masque du youtubeur, c'est un masque qui vise à divertir le public. L'archétype du youtubeur est généralement drôle, souriant, bon délire. Dans ce cas précis, la distinction entre l'identité réelle et la persona va même encore plus loin, puisque la persona a un pseudonyme. Dans le cas de Mastu, c'est le pseudonyme Mastu. L'identité réelle, la personne, c'est Théo, et la persona, en l'occurrence archétype du youtubeur, c'est Mastu. On peut observer cette distinction marquée chez d'autres célébrités. Par exemple, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, tout le monde la connaît. C'est l'archétype de la blonde sexy et bébête. Un archétype que je traite par ailleurs dans ma toute première vidéo. Voilà, si ça vous intéresse. Mais derrière ce masque de la blonde jolie et stupide qu'elle s'est construit, on trouve en réalité Norma Jean. C'est le véritable prénom de Marilyn Monroe. Marilyn a dû se construire cette persona de blonde jolie et bébête dans le but de correspondre aux attentes du Hollywood des années 50 pour s'y frayer un chemin. Mais en réalité, elle souffrait d'être sans cesse associée à cet archétype. Peut-être connaissiez-vous déjà cette histoire, et peut-être aviez-vous entendu dire que Marilyn était l'alter ego de Norma Jean. Alter ego provient du latin et signifie autre soi. En fait, je me suis posé la même question. Est-ce que Marilyn est une persona ou un alter ego? Il se trouve que la notion d'alter ego n'est pas définie de la même manière d'un dictionnaire à un autre, mais également selon les philosophes ou les psychologues. On ne trouve jamais une définition qui fasse l'unanimité. Pour faire simple, on peut dire que la persona est un masque qui correspond aux attentes du public en créant un archétype. Par exemple, chez Marilyn, la persona, l'archétype, c'est la blonde stupide. Marilyn, c'est la persona
de Norma Jean. Cet archétype de la blonde stupide, on le retrouve également chez d'autres célébrités. Par exemple, pour Marie-Brigitte Bardot, sa persona, son masque de blonde stupide, c'est bébé. Si la persona est un masque qui peut être porté par différentes personnes, l'alter ego, lui, est plus personnel. Plusieurs personnes ne peuvent pas avoir le même alter ego. Bébé ne sera jamais Marilyn et inversement, même si elles sont toutes les deux l'archétype de la blonde stupide. L'alter ego se construit à partir d'une identité individuelle, tandis que le masque, la persona, se construit en réponse à des attentes extérieures. L'alter ego sert à exprimer des aspects de sa personnalité qu'on ne peut pas exprimer dans son identité première, alors que la persona se plie aux attentes de notre environnement social, de notre auditoire, de notre public. En gros, Batman et Spider-Man, c'est deux super-héros, deux masques, deux personas, mais ils ne se comportent pas de la même manière car ils sont deux alter ego différents. Deux alter ego qui partent de deux personnes, ou plutôt personnages, parce qu'ils n'existent pas dans la vraie vie, différents. Batman, c'est l'alter ego de Bruce Wayne. Spider-Man, c'est l'alter ego... J'ai oublié son nom. C'est l'alter ego de Peter Parker. Mais tous les deux utilisent la même persona, le même masque, le même archétype, celui du super-héros. Revenons à Marilyn. Je rappelle donc que Norma Jean est bien une personne, au sens que l'on a défini précédemment. Elle a une substance physique et une identité qui lui est propre. Elle incarne parfois des personnages, comme Lorelai Lee dans Gentlemen Prefer Blondes en 1953. Marilyn, elle, c'est un masque, celui de la blondinette séduisante, qui lui a permis de percer dans le Hollywood de l'époque. Alors, si la persona est un archétype, un porte-parole et un masque imaginaire que l'on porte pour répondre aux attentes de notre auditoire, est-ce qu'on n'incarnerait pas tous différentes personas ? Après tout, il n'y a pas que les célébrités qui sont confrontées aux attentes extérieures. Chez Carl Gustav Jung, psychiatre et psychanalyste suisse, la persona est un masque social que l'on porte pour s'intégrer dans une société. La persona se construit donc, en effet, par rapport à des attentes extérieures. De la même manière que Norma Jean a construit Marilyn pour se frayer une place à Hollywood. Ça se dit frayer une place ? On pourrait en quelque sorte l'envisager comme une version stéréotypée de nous-mêmes. Jung déclare : la persona est un masque qui simule l'individualité et fait croire aux autres et à soi-même qu'on est individuel, alors qu'on assume simplement un rôle par lequel s'exprime la psyché collective. Ce qu'il faut retenir en bref, c'est que pour s'intégrer, on fait croire aux autres que ce masque qu'on porte face à eux n'est pas un masque, mais qu'il est nous-mêmes. Pourtant, la persona n'est pas la personne. Et Jung indique qu'il y a des dangers quand une confusion s'installe entre personne et persona. On le voit en effet avec Marilyn, qui souffrait d'être sans cesse rapportée à cette persona de la jolie blondinette, alors qu'elle aurait voulu être reconnue comme une grande actrice de talent, et pas juste une jolie poupée. Bon, je me permets un petit kiff en guise d'exemple. Est-ce que vous avez vu The Amazing Digital Circus ? Si vous voulez pas être spoilé, je vous invite à avancer un petit peu, ou si ça vous intéresse pas. Pour les autres, Jax. Comme on l'apprend à la fin de la série, chacun des protagonistes présents dans le cirque est en réalité créé à partir d'un scan de cerveau de personnes qui vivent leur vie dans la vie réelle. Bon, en fait, ces personnes, c'est des personnages parce qu'on va pas les croiser si on sort dehors. Mais dans l'univers de The Amazing Digital Circus, on les considère comme des personnes. Bref, Leroy vit sa vie dans le monde réel et Jax est un scan de son cerveau qui vit dans le cirque. C'est un alter ego. Et il se trouve que cet alter ego nous offre un exemple parfait du problème qui peut se poser lorsque s'installe
une confusion entre personne et persona. En effet, dans l'épisode 6, il explique que chacun des membres présents dans le cirque représente un archétype, donc une persona. On devient des caricatures, des archétypes. On est pris dans l'engrenage. Je suis le rigolo. Le rigolo? Ouais. Ragata, c'est la joyeuse, Gengle, la chouineuse, Kinger, c'est le cinglé, Zooble, c'est l'aigri. Nous sommes tous devenus des archétypes. Jax s'attribue l'archétype du rigolo de service. Le problème, c'est que Jax veut se limiter à ce rôle et repousse toute personne qui tente de voir au-delà du masque. Résultat, Jax repousse toutes les personnes qui tiennent et s'intéressent réellement à lui, au-delà de sa persona du bout en train, et il finit par perdre la tête complètement, donc abstracté. Peut-être vous-même avez-vous déjà ressenti un sentiment similaire. Peut-être vous êtes-vous déjà senti effacé par le rôle que vous jouez auprès des autres. Mais il faut savoir qu'une persona n'est qu'une facette de nous-mêmes et qu'on peut utiliser différentes personas en fonction du public ou de l'individu en face duquel on se trouve. De plus, une persona n'est pas nécessairement négative. En fait, nous construisons une persona dès l'enfance. Sandrine Vieljeux, psychanalyste et spécialiste de Jung, déclare « Ne pas avoir de persona signe l'échec de l'adaptation et de la socialisation. Avoir une persona, c'est nécessaire pour évoluer en société. » En plus de cela, comme dans la tradition littéraire, la persona peut être un tremplin pour notre créativité. Dans le monde du drag ou des furies par exemple, on parle de dragsona ou de fursona pour évoquer notre alter ego drag ou furie. En fait, le plus important, évidemment, c'est de ne pas s'enfermer derrière un masque. Tout humain possède de multiples facettes et peut donc jongler entre différentes personas. Le plus important est de garder conscience de qui on est derrière, de savoir qu'on a des nuances et qu'on n'est pas uniquement un archétype. Bon, je vous avais prévenu, c'est un peu tortueux. J'espère que c'est pas trop parti dans tous les sens, que j'étais claire. Parce que c'est un sujet qui joue avec les mots et des mots qui n'ont pas des définitions univoques, ce qui fait que c'est un peu compliqué. On va faire un petit débrief vite fait pour tirer les choses au clair. La persona est un masque qui permet de jouer un rôle. Ce masque peut être physique, comme au théâtre, ou symbolique, comme pour les orateurs, les célébrités, ou tout être humain. Et il est important de garder à l'esprit que notre identité derrière le masque ne pourra jamais se limiter à un simple archétype. De plus, si plusieurs personnes peuvent emprunter la même persona, par exemple celle du super-héros ou de la drag queen, à partir de cet archétype commun, elles peuvent créer un alter ego qui leur est propre. Vous l'aurez compris, c'est un sujet multifacette qui a tendance à jouer sur les mots et les points de vue. Honnêtement, organiser cette vidéo m'a fait des nœuds dans le crâne. Comme pour mes vidéos précédentes, vous avez mes sources dans la description afin de creuser un peu plus par vous-même si cela vous intéresse. Et pour toute personne qui aurait des additions, des corrections, je suis ouverte, allez-y, avec grand plaisir. Des pistes pour pousser les recherches plus loin, ce serait par exemple les divergences et les ressemblances entre la persona chez Jung et le surmoi chez Freud. En tout cas, comme je vous l'ai dit, je suis ouverte aux corrections et aux ajouts. Sur ce, je vous fais la bise, je vous dis à la revoyure.